Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, dans son ensemble et dans sa totalité depuis qu'on s'est distingué des autres primates, qu'on s'est séparé génétiquement et psychiquement, on pourrait dire qu'on est passé des lois de la nature aux lois de la culture. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous travaillons tous les êtres humains qui apparaissent sur cette planète, travaillent sans le savoir à conduire l'humanité vers son ultime perfection. On construit le paradis et on l'ignore totalement. Le paradis, c'est le moment où on aura dépassé euh, tous nos problèmes, en somme, psychologiques, techniques, écologique, organisationnel. Bref, voilà, on construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des podcasts parfois. Et là, c'est sur une série proposée par François Châtelet sur France Culture, une histoire de la raison. J'en suis à l'épisode 17 sur 20, la raison et société avec Hegel. Voilà, donc on en est à l'époque Hegel. On est parti de Platon et François Châtelet, c'est un conteur extraordinaire. Donc c'est un vrai régal de pouvoir écouter et découvrir des choses. Et voilà, je digresse de temps en temps quand je sens que c'est à faire. Je lance. On voit donc que le nerf de l'hégélianisme, c'est une assomption complète de l'historicité. Ce qui est aujourd'hui est un produit de l'histoire, la philosophie hégélienne étant elle-même une compréhension à la fois du présent et du passé de l'humanité. Voilà, donc c'est vraiment l'analyse de toute l'histoire de l'humanité, c'est ce que fait la mécanique universelle. Sans savoir, j'avais jamais lu Hegel, mais ben voilà, c'est la logique de tout, je pense, tout philosophe de l'histoire qui s'intéresse au devenir de l'humanité, tout philosophe téléologue est obligé de prendre en compte la totalité de l'histoire humaine, l'évolution, toute l'évolution. Voilà. Et ceci est d'ailleurs rappelé dans la préface au principe de la philosophie du droit. Hegel nous signale aussi, dès cette préface à sa théorie de l'État, que les peuples n'ont pas attendu les philosophes pour se gouverner. C'est là une attaque contre toutes les prétentions des philosophes passés à régenter de l'extérieur la vie de l'humanité. Selon Hegel, bien sûr, pour qu'un philosophe puisse saisir un moment de l'histoire, il faut que ce moment de l'histoire se soit déjà en partie écoulé. Il faut que l'histoire ait déjà inscrit la réalité dans les faits pour que le philosophe puisse construire le discours et qui va rendre intelligible cette séquence d'événements. Alors là, encore une fois, je me porte un petit peu en faux à ce qu'il dit. Le philosophe peut aussi être dans la prospective, dans la réflexion de ce que l'événement actuel fait pour le futur. À partir du moment où on a la finalité, on peut faire rentrer tous les événements actuels dans cette finalité. Par exemple, là, il y a des guerres. C'est clair que ces guerres-là, certaines, servent, pour l'instant, on ne s'en rend pas encore compte, mais elles obligent, par exemple, la guerre en Israël, Israël-Palestine, cette guerre-là oblige l'ONU à prendre son rôle de père, à devenir le vrai père des nations qu'il doit être. Alors pour l'instant, il refuse encore, il se laisse faire par ses enfants, par son fils aîné, les USA, qui
lui disent « tu bouges pas, c'est moi qui gère tout, je fais ce que je veux », etc. Mais c'est quelque chose qui laissera des marques, ce qui est en train de se passer. Donc en réalité, ce qu'on prend comme un mal, comme un comportement vraiment cruel, un comportement violent, évidemment qu'il y a de la cruauté, de la violence qui est inhérente à la guerre, mais en même temps, c'est quelque chose qui travaille pour l'universalité, pour faire passer l'ONU au-dessus des dominants actuels. Et c'est fondamental parce qu'un dominant ordinaire, que ce soit les États-Unis, ça serait pareil avec la Chine ou avec les Russes ou avec quelqu'un d'autre. Un système dominant, il ne peut qu'être injuste parce qu'il va privilégier à partir du moment où il n'est pas universel. C'est l'intérêt de l'ONU d'être universel, de pouvoir être universel. Et donc un ONU totalement juste pourrait dire à ces deux enfants qui sont en train de se battre, palestiniens, israéliens, stop, vous arrêtez tout de suite, s'il avait les moyens. Pour ça, il faudrait qu'il ait militairement que l'ONU soit plus fort que les Américains, plus fort que l'Occident, plus fort que toute l'armée, que toutes les armées d'un même groupe, plus fort que les armées des BRICS ou des Chinois, etc., qui soient au-dessus. Voilà. C'est-à-dire que chaque pays, les USA, les Chinois, fassent vœu d'allégeance claire et nette envers l'ONU en disant voilà, on vous donne le matériel, on vous donne les soldats, on vous donne tout, et ok, voilà, c'est vous qui gérez, c'est normal, vous êtes le père symbolique des nations, c'est à vous. Le fait que ça soit les USA qui prennent en charge le gendarme du monde, c'est une catastrophe, tout simplement parce qu'il va privilégier ses potes, c'est logique. Si c'est le frère aîné dans une fratrie de 10 enfants, bah, il va préférer un tel et puis pas l'autre, et s'il voit qu'un de ses petits frères bastonne son frère à côté, il dira rien si ça lui convient, etc. Donc il peut être qu'injuste. Donc c'est légitime qu'il soit injuste. Et c'est pour ça que là, ce qui est en train de se passer, ça oblige progressivement, l'ONU va être obligée de prendre ses responsabilités parce que là, on voit sa lâcheté, on voit le père des missionnaires qu'il est, et donc c'est plus possible. Alors ça va peut-être prendre quelques années, peut-être quelques décennies même, mais voilà, ça va obliger la société humaine à réfléchir à ça et à poser et à obliger les États-Unis, les dominants actuels, à faire vœu d'allégeance. Il se moque en particulier de tous les utopistes qui ont imaginé des bonnes cités sans se rendre compte qu'ils ne pouvaient imaginer qu'à partir du réel et que, par exemple, la fameuse cité idéale de Platon, ce n'est pas une invention platonicienne, c'est simplement la vérité de la cité grecque à l'époque de la cité grecque, et rien de plus. Hegel se propose donc, dans cet ouvrage, non pas de décrire comment l'État doit être, c'est toujours absurde de vouloir donner des leçons à la réalité, mais comment l'État existe, comment il est. On peut se poser la question aussi de savoir quel intérêt il y a à écrire un ouvrage qui se contente de décrire ce qui est. Pour Hegel, cet intérêt est immense. Mais il est resté, il n'a pas voulu faire de prospective, d'accord. Juste après lui, par contre, il a donné les clés aux philosophes qui venaient après lui pour faire des prospectives. Tout simplement, lui, à ce moment-là, il n'avait pas les moyens de faire des prospectives claires et nettes. C'est clair que la société idéale que proposait Platon, elle ne s'est pas réalisée.
C'est clair que les sociétés utopiques de Bacon, il y a eu plein de philosophes qui ont proposé des sociétés idéales. Et c'est pas ce qui s'était réalisé, parce que le temps n'était pas là. Moi, quand je dis, par exemple, l'humanité va vers sa perfection, cette perfection, je ne peux pas savoir ce qu'elle est, si elle se déroule dans 2, 3, 4, 5 siècles. C'est impossible de savoir comment l'humanité sera. La seule chose que je peux dire, c'est que, d'après mes calculs, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs. Si on trace une ligne d'évolution entre les deux jusqu'à aujourd'hui et qu'on la prolonge dans le futur, qu'on prolonge tout ce qu'on est en train de faire évoluer, maîtrise du comportement, maîtrise de l'environnement, maîtrise du questionnement, on arrive à un point final, à un point plus lointain, qui est la perfection humaine. Et cette perfection, c'est la perfection, c'est ce que j'ai dit au niveau de la perfection psychique, c'est-à-dire le soin de toutes nos pathologies, de toutes les pathologies qui sont inhérentes à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. C'est obligé qu'on développe ces pathologies, etc., etc. Voilà, donc je prends juste les soins qu'on fait aujourd'hui, par exemple, qui étaient faits d'une autre manière au Moyen-Âge ou d'une autre manière, etc. Les soins, à la suite de Freud, si on continue dans un siècle ou dans 2 siècles, eh bien, il y aura le soin psychologique, il aura pris une dimension inouïe. Et au lieu de soigner les effets, il ira soigner les causes. Il s'attaquera aux familles déviantes qui engendrent des perturbations psychiques. Il s'attaquera à tout ce qui peut terroriser ou traumatiser un enfant en bas âge et qui va devenir un poids pour toute son existence, etc. On a tous les moyens, on connaît tout ça, tout ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce que l'humanité s'occupe d'autre chose. Mais c'est ce qui viendra. Donc, c'est très possible de faire de la prospective. Mais lui ne voulait pas le faire. Ce n'est pas parce que quelque chose est que les hommes connaissent ce qui est comme cela est. En général, les hommes ne sont pas à la hauteur de leur histoire. Tel a été, par exemple, Napoléon Bonaparte. D'accord. Chapitre 8. Napoléon achève l'histoire, Hegel en prend conscience. C'est le savoir absolu qui ne devra plus être modifié ni complété, puisqu'il n'y aura plus rien de nouveau dans le monde. Ce savoir décrit donc la totalité du réel. C'est la vérité totale et définitive, éternelle. Alors, non, justement. Oui, mais ça, admettons, c'est quand l'humanité a atteint sa perfection. Tant qu'elle n'a pas atteint cette totalité, tant qu'il y a encore à évoluer, cette totalité est en évolution. Quand l'humanité aura atteint sa perfection, on aura la vision totale et le savoir absolu de toute notre histoire. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qui attend les siècles qui arrivent. Dans 3, 4, 5 siècles, on atteindra cet état de pleine conscience dans cette chose-là. Mais la vérité, elle n'est pas dans la conscience du savoir absolu. Ce savoir absolu, c'est le savoir ordinaire, le savoir de la création telle qu'elle est, du monde. Voilà, le savoir du monde. Un arbre, c'est ça, cette chose, etc. On peut tout décrire de la réalité physique. Mais cette réalité physique, les physiciens sont en train de dire qu'elle n'existe pas, que c'est une illusion de la matière, une façon dont la matière s'organise pour donner l'illusion de la matérialité, mais qu'en réalité, c'est que de l'énergie, c'est que, etc., etc. Et on arrivera au bout de ça en disant, c'est pas ça la réalité. Donc la seule façon d'atteindre cette réalité, c'est à travers l'extase. Le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là. Et c'est le corps, c'est les organes qui ressentent cet état
de vérité, parce que le corps, nos organes dans l'état d'extase est en lien absolu avec la réalité, avec le monde, avec le côté immatériel de la création. Il y a une fusion avec l'immatérialité du monde. Et là, c'est le corps qui ressent la vérité absolue. Mais c'est pas le psychisme, c'est pas intellectuel. Intellectuellement, on peut comprendre découvrir par exemple le E égale MC2 et puis bientôt la formule exacte de la création. On peut arriver à ça, mais ça sera que la formule de la création, ça sera qu'une vérité extérieure, une vérité intellectuelle. La vérité, elle est physique. C'est le corps qui la ressent. Prise de conscience et la phénoménologie, qui introduit ainsi l'homme dans la science, égale philosophie, égale savoir absolu. Le chapitre 8, représentant le savoir absolu dans la phénoménologie, ne peut donc être que le résumé des chapitres qui précèdent. À la fin du résumé, un dépassement ramène au point de départ. Chapitre 1. Cette circularité démontre la totalité, c'est-à-dire la vérité de l'ensemble. Alexandre Kojève, introduction à la lecture de Hegel. C'était le best là de Kojève, c'est un des bests de Hegel. Mais alors je comprends qu'Hegel, il n'est pas allé. C'est la partie. Hegel a donné naissance à deux courants. Un courant matérialiste qui est Marx, et un courant spirituel. Et je pense que le courant spirituel a été plus loin que a continué là où s'était arrêté Hegel. Il a prolongé cette pensée parce que c'est le courant spirituel qui amène la vérité absolue. L'autre courant amène la science absolue, la vérité scientifique absolue. Voilà, le courant marxiste ou scientifique va amener la vérité scientifique absolue. Mais la vérité absolue spirituelle, c'est l'autre côté. Napoléon Bonaparte a accompli des actes éminents, mais il n'a absolument pas su ce qu'il faisait. Hegel intervient pour expliquer en quelque sorte ce que l'histoire elle-même produit. Et son sentiment, lui qui est le grand philosophe de Berlin, qui est l'homme écouté par les étudiants à partir de 1820, il est extrêmement célèbre. Et non seulement ses livres sont lus, mais ses cours sont courus et on commente ses moindres formules. Son but, c'est de faire comprendre aux hommes de son temps ce qu'ils ne comprennent pas, non pas comment l'État doit être, mais comment l'État qui est doit être connu. Il constate en effet que les gouvernements de son temps sont inadéquates, qu'ils ne savent pas utiliser comme il conviendrait l'instrument, en quelque sorte, qu'ils ont à leur disposition. Voilà. Donc lui-même fait des propositions, enfin dit que la réalité n'est pas la bonne, alors que la réalité, il dit qu'en même temps, ce qui est exactement ce qui doit être. Et c'est la réalité, ce qui est tous les passages de l'humanité, même l'inconscience, le fait que Napoléon soit inconscient de ce qu'il réalise, on peut exactement le dire également de Hegel, n'était pas conscient de ce qu'il réalisait, puisqu'il a été dépassé. S'il avait compris la totalité, y compris la finalité de l'humanité, là, peut-être qu'il était indépassable. Mais il lui manquait, à son époque, ce n'était pas possible de pouvoir penser comme ça. Alors, suivons.
cette description hegelienne. Et notons qu'elle n'apporte pas grand-chose de nouveau, sinon en ceci qu'elle coordonne cela qui a déjà été pensé par morceaux par d'autres réflexions. Par exemple, Hegel reprend une grande partie des éléments de philosophie politique dégagés par John Locke à propos de l'État moderne. En ce qui concerne la société civile, nous verrons tout à l'heure le sens de ces divers termes, il s'inscrit dans les perspectives de l'économie politique classique telle qu'elle a été fondée par Adam Smith et le telle libéralisme. qu'elle a été poursuivie, approfondie par Ricardo. Il s'agit donc d'une synthèse, mais d'une synthèse dépassante, selon l'expression. Dépassante, mais aussi dépassée. Voilà, c'est là où on peut dire, le libéralisme est en train d'être dépassé. Il sera dépassé. Ce libéralisme, d'abord, il n'a pas été appliqué dans la beauté qu'il était donné peut-être par Ricardo et par Adam Smith. Je ne connais pas assez le truc, mais la mise en pratique, ça a sans doute rien à voir avec la philosophie intéressante de ces libéraux. Voilà. Le libéralisme tel que les Américains l'appliquent, je pense que les Adam Smith et les Ricardo n'auraient jamais accepté qu'il y ait des gens dans la rue, que ça soit voilà, qu'on en soit à un degré comme ça. Mais donc lui aussi doit être dépassé, quoi, en fait. Le nouveau, c'est le dépassement, une théorie au sens strict de l'État. Eh bien, selon Hegel, ce dont il faut partir quand on veut comprendre comment est l'État, c'est du fait que la cellule sociale normale, constitutive des sociétés humaines, c'est la famille. Et que la famille doit être définie par le patrimoine. Le patrimoine comprenant d'une part les enfants et d'autre part les propriétés. Alors, voilà, on voit à quel point non seulement il est dépassé dans cette... Donc, ces propositions, elles sont aussi obsolètes que celles de Platon et que celles de tout philosophe qui va faire des propositions sur la société idéale. Quoi qu'il arrive, on est tous dépassés dans ce sens-là. La seule chose sur laquelle un philosophe peut ne pas être dépassé, c'est sur le spirituel. C'est sur la vision spirituelle des choses. C'est la seule chose qui perdure. Les idées de Spinoza ou de Platon, si on reprend le banquet de Platon, c'est d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Et il comprend la fin de l'humanité, Platon. Mais c'est ce qu'il propose, par exemple, dans sa société idéale, pour l'éducation, il y a des choses qui peuvent être appliquées, qui seraient peut-être sans doute géniales, mais il y a des choses qui sont inapplicables et qui sont de l'ordre de la dictature. Voilà. Et très certainement que ce que dit Hegel a été dépassé plus tard avec la propriété, c'est le vol de Proudhon, etc. Et on sait que, voilà, moi je suis persuadé que dans l'évolution de l'humanité, on va à un moment où il faudra des siècles encore, mais il n'y aura plus de propriété. Là, tout appartiendra à la communauté humaine. Tout sera patrimoine universel, y compris l'être humain.
qui est là. Donc il sera protégé, chaque être humain sera une œuvre d'art, comme on protège aujourd'hui, comme l'UNESCO protège les œuvres d'art et les édifices, les 7 merveilles du monde, ben là, ça sera, chaque être humain sera une merveille, et qu'on ne pourra pas, qu'on devra protéger, etc., par exemple. Et il n'y aura plus besoin parce que l'humanité aura atteint son zénith. Elle n'aura plus besoin de propriété privée. Ça c'est pour moi, c'est clair et net. Et donc, voilà, ni ça. Et puis, même la cellule familiale, elle n'a plus rien à voir avec la cellule familiale de son époque. Maintenant, les jeunes, ils font partie de communautés de jeunes entre eux. Les gens, voilà, les philosophes sont plus dans une communauté, dans une famille de philosophes, de penseurs, que dans leur famille traditionnelle. Donc, on est en train de passer sur d'autres modèles complètement. Et peut-être que on se rapproche à ce moment-là des modèles proposés par Platon. Hegel tient, et c'est là un reproche que lui fera Marx, que la propriété privée est un élément normal de la société. Voilà, donc et que par conséquent, il est tout à fait légitime qu'il existe un droit privé qui garantit, comme le voulait John Locke, le droit de propriété. Alors, oui, pour l'instant, oui, il faut que ça soit encore comme ça, puisque c'est comme ça. Mais ça sera dépassé. C'est pas une vérité éternelle. Donc, ça peut pas être la raison totale, la vérité totale de l'humanité. Et Hegel, qui n'est pas du tout un utopiste, qui n'est pas du tout un rêveur, qui n'est pas du tout un idéaliste, contrairement à ce qu'on dit, pense que la manière dont la réalité sociale s'impose à nous, couramment, classiquement, c'est sous la forme du droit privé qui régit la possession que les hommes ont de leurs enfants ou de leurs biens. Voilà, on est loin de ça maintenant. Il serait intéressant, par exemple, de relire tout Balzac à la lumière de l'analyse hegelienne. On verrait que deux hommes aussi différents, avec des positions politiques différentes, Hegel était un bourgeois libéral, Balzac croyait être un réactionnaire, légitimiste, eh bien, ces deux hommes ont une position analogue en ce qui concerne la société. C'est pas le cas de Zola. C'est donc là le socle sur quoi peut être bâti le concept de la société. Les familles privées avec leur patrimoine. Eh bien, on va arrêter là, sur cette petite vidéo. Et voilà, merci de votre écoute. N'hésitez pas, si vous appréciez ce travail, de mettre des pouces, de vous abonner et d'envoyer le lien à vos amis, de laisser des commentaires. Tout ça augmente un peu la visibilité du site. Et puis d'aller visiter le site originel mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout cela depuis 25 ans maintenant que le site est en ligne. Voilà. Ça fait 25 ans que cette théorie est créée. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.